Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 20e épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui on a un épisode bien spécial pour vous. En fait, on a reçu en entrevue les gars de Sphere Games, les créateurs du jeu Formidable et de Diversity. Formidable qui est présentement en magasin et qui avait vécu une campagne de financement Kickstarter l'année dernière. Et Diversity qui est présentement en campagne de financement là, jusqu'au 17 avril sur Kickstarter également. Donc avec les gars de Sphere Games, Maxime et les deux Simon, on a parlé aussi justement de Formidable, Diversity, de l'auto-édition, vu qu'avec leur compagnie Sphere Games, ils s'occupent justement de l'édition de leurs deux jeux qu'ils ont présentement et aussi de leur passion pour les jeux de société. Donc, sans plus tarder, je vous laisse aller écouter l'entrevue et on se reparle à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui avec Sphere Games, les gars de Sphere Games, Maxime Tardif, le président, Simon Touzel, le vice-président et Simon Bélanger, directeur des opérations. Et ils sont avec nous pour nous parler de leurs deux jeux. Premièrement, le jeu Formidable qui est présentement en magasin et dont il y a eu une campagne de Kickstarter l'année dernière. Et on veut en revenir un peu sur tout ça, tout le déroulement par rapport à ça. Et on a aussi de leur jeu Diversity qui est présentement en campagne de financement sur Kickstarter également jusqu'au 17 avril. Et ils sont déjà à près de 50 000 $. J'ai pas vérifié, j'ai vérifié seulement hier. Ça tourne autour de ça. Et donc, je vais vous laisser, les gars, chacun vous présenter pour qu'on reconnaisse bien votre voix durant l'entrevue. Parfait. Moi, c'est bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Maxime Tardy. Je suis le président de Sphere Games et je suis aussi l'auteur de Formidable et de Diversity. Simon Touzel, vice-président, comme on l'a mentionné, de Sphere Games. Je m'occupe davantage de tout ce qui est marketing, un peu et des relations de public de Sphere Games. Salut, moi c'est Simon Bélanger, directeur des opérations et je m'occupe plus de la production logistique des jeux en général. D'accord, bienvenue les gars, puis merci de vous être déplacés pour l'entrevue. Donc, on va commencer tout de suite avec Formidable, premier jeu. Et je pense, Maxime, je vais te laisser le présenter, vu que créateur, donc juste expliquer un peu aux gens pour qu'ils se remettent dans le bain de qu'est-ce que le jeu Formidable ou s'ils ne connaissent pas. Là. Ok, comme le nom l'indique, Formidable, c'est un jeu de fourmis. Le but du jeu, c'est de contrôler des territoires afin d'aller accumuler des ressources pour compléter des objectifs qui vont permettre d'accumuler des points de victoire qui vont permettre de gagner la partie. Déterminer c'est qui le gagnant. C'est un jeu qui est compétitif, donc tout le monde joue contre. Et c'est de 1 à 5 joueurs avec 4 niveaux de difficulté. Donc on peut aussi bien jouer avec des enfants qu'avec des adolescents qu'avec des adultes, ou même des gamers aussi. Oui, effectivement. Ça contient 93 figurines en tout de fourmis. Fait qu'il y a beaucoup de matériel aussi. D'accord. Et donc ça c'est pour la présentation du jeu, mais moi je serais intrigué à savoir d'où venait l'idée de ce jeu-là. Pourquoi des fourmis? De où ça vient? C'est une passion? Ou... les fourmis, passion, je dirais pas. Mais depuis que je suis petit, j'ai toujours bien aimé ces petites créatures-là. Okay. Je les observais quand j'étais enfant. Puis en grandissant, j'avais lu les livres aussi des fourmis de Bernard Werber. Okay. Que j'avais trouvé excellent. C'est un des livres basés sur une trilogie de livres basés sur les fourmis. Ça avait beaucoup piqué ma curiosité. De fil en aiguille, je me disais en plus que c'est un thème original pour des jeux de société. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été faits sur les fourmis encore. Fait que je me disais que ça nous permettrait de nous distinguer aussi de la masse sur le magasin. Pensez-vous que ça va commencer une mode? Une mode de jeux de fourmis? Une mode de fourmis? Bien surpris, mais on ne sait jamais. Ouais. On n'a pas revu d'autres depuis. Il y en a quoi sur le marché? Il y en a un autre, c'est la marche... Il y a March of the Ants. C'est fait, il y a Myrm. Ok. Myrm ou Myrmas. Je ne sais pas comment les gens l'appellent. Myrm, je pense, le monde. Ok. Puis il y en a un autre qui a été kickstarté après nous. Ok. Ouais, c'est ça que j'avais vu, là, qu'il y en avait eu un autre par après. Ouais, c'est un truc de pique-nique. Ah oui, je me souviens, oui. Je l'ai backé. Ok. Je sais pas, je vais le backer. C'est canadien. On les a peut-être inspirés, on ne sait pas.
Peut-être, mais ils sont sortis tout de suite après nous. Ah. Ok, donc. Normalement, sûrement que leur idée était déjà faite aussi. Ils se sont peut-être dit au contraire, il y a un jeu de fourmis qui va sortir juste avant nous autres. Ouais, c'est ça. Ah, c'est des Canadiens aussi. Ils nous ont backés aussi. Les Canadiens aiment les fourmis. Ouais, c'est ça qu'il faut. Les Allemands, beaucoup aussi. Les Allemands, oui. Les Allemands, en Europe, c'est très populaire. En Europe. Trip, c'est fourmis. Ouais, c'est Ok. ben, c'est vrai que c'est pas. Ça a l'air banal, c'est tout petit, une fourmi, on en voit plein, mais c'est complexe comme monde. Ouais, ben. Quand oui. même, puis il n'y a pas une sorte de fourmi, il y en a énormément, donc non, c'est un monde à découvrir. Ouais, puis c'est un peu ça aussi qu'on a voulu représenter dans le jeu. Mhm. Ça joue d'un à 6 joueurs, fait qu'on a 6 couleurs de fourmis qui représenteraient comme chacun une race de fourmis. Une espèce de. Parce que les joueurs ont tous des pouvoirs individuels Mhm. qui distinguent les Ouais, autres. c'est Dans la vrai. compétition aussi, puis dans la nature, c'est ça aussi, les différentes espèces de fourmis sont en compétition. Souvent, ils s'attaquent entre elles, Mhm. puis c'est un petit peu Oui. combattre pour les mêmes ressources. Et C'est quand même basé sur la réalité. Mhm. On a voulu inspirer beaucoup le thème. On a rajouté la température aussi qui vient jouer dans le jeu. Le jour et nuit, l'aspect jour et nuit joue Mhm. beaucoup dans le jeu, évidemment, Ouais. est très important. Donc c'est vraiment, on a voulu représenter carrément une colonie de fourmis qui doit recueillir Ouais. des ressources pour l'hiver avec la température. Durant le jour, la nuit doit s'adapter. Fait qu'on a voulu représenter un peu la vraie nature. Good. Et puis, on parlait un peu de Kickstarter. Ça a été quoi un peu les motivations d'utiliser ça au lieu de juste lancer le jeu édition normale, sans campagne? Un but de se faire connaître, j'imagine, un peu. Là. Beaucoup. Ben oui, Kickstarter, bon, on se le cachera pas, a beaucoup participé à faire grandir la communauté des jeux de société dans les dernières années. Ça nous permet de créer un fanbase, je pourrais dire, dans le fond, une base de personnes qui nous connaissent, de créer c'est ça, de créer un awareness, de créer une crowd autour de nous, des gens qui normalement ne nous connaîtraient pas. Donc oui, on va dans des salons, on peut faire de la publicité sur Internet via des forums, via des blogs, des podcasts justement, ou des reviews. Par contre, Kickstarter est un meilleur moyen pour se faire connaître mondialement. Donc ça crée une population qui après ça suit Sphere Game. D'un autre côté aussi, lancer un jeu... ça prend beaucoup de sous, évidemment. Il y a le côté financement là-dedans. Donc, au niveau du Kickstarter, qu'est-ce que ça nous permet? C'est qu'on recueille des fonds. Évidemment, c'est du sous-financement. Donc, les gens mettent leur argent, achètent notre jeu. Et nous, ça nous permet, après ça, d'avoir un montant qui nous aide à produire le jeu. Évidemment, il faut en mettre de notre poche. Il faut que la compagnie investisse pour des jeux. Mais ça nous crée quand même un bon montant. Formidable, on avait recueilli 60 000, environ 60 000 $. On enlève le fameux 10% de Kickstarter se prend à la fin de la campagne. Donc, on arrive à 54 000 $. Il y a des frais de campagne aussi, il ne faut pas l'oublier quand même. Des vidéos promotions et tout. Mais au final, exemple, si on a 50 000 clair, ben c'est toujours mieux que rien dans le fond. C'est un bon montant qui nous aide. Puis, ça juge l'intérêt. Exact. Et Kickstarter ça. existe, je dirais, aussi beaucoup au niveau du financement à cause des banques et des caisses. Parce que si les banques et les caisses avaient plus... vous allez mettre plus d'efforts à aider les gens entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'industrie comme ça. Kickstarter aurait peut-être eu plus de difficultés à embarquer sur le marché. Mais les banques sont très réticentes à... Ils connaissent pas vraiment le milieu. Donc là, tu arrives à la banque, imaginez, puis avec j'ai créé un jeu de société, c'est super trippant. On l'a essayé plein de fois, mais on aurait besoin de 150 000 pour produire 3 000 unités puis le vendre dans le monde. Je connais pas beaucoup de conseillers qui diraient oui, pas de problème. Donc, un autre gros avantage de Kickstarter aussi, c'est que contrairement à passer par une compagnie d'édition, les compagnies d'édition ils ont beaucoup de projets qui sont proposés à chaque année. Fait que probablement que c'est assez dur de se faire éditer par une compagnie parce qu'ils ont déjà leur projet à développer. Mais en plus, ça te laisse le contrôle sur ton projet. Fait que si jamais tu veux changer des choses, que tu veux, c'est toi qui as vraiment le pouvoir et le contrôle sur ce à quoi le jeu va ressembler au final. C'est important de mentionner que Sphere Game, dans le fond, on édite nos propres jeux. On crée le jeu, mais après ça, on peut avoir une maison d'édition. Le but, c'est vraiment de créer justement une compagnie d'édition. Pour l'instant, évidemment, on va privilégier de faire l'édition de nos jeux. Par contre, on ne sait jamais dans le futur ce qui peut arriver. Là, mais non, c'est ça le but de Sphere Game. OK. Puis, je reviens un peu au Kickstarter qu'il y avait eu. Vous l'avez lancé, puis peut-être 2-3 jours après, vous avez fermé la campagne, puis fait un relaunch, puis un peu pourquoi
pourquoi les motivations d'avoir fait ça? Vous avez changé le but aussi, puis... Non, c'est ça. Dans le fond, on a fait un post d'ailleurs sur notre blog là-dessus. OK. C'est pour être plus proche. On a écouté la communauté. Parce que la communauté nous disait que bon, le jeu était trop cher, notre goal était trop haut, puis les figurines étaient un peu trop loin. T'sais. Nous, on s'est dit, garde, Kickstarter, c'est une communauté. Puis on va vraiment leur offrir le maximum. Fait qu'on a tout de suite relancé en diminuant le goal, diminuant les prix, retravailler les stretch goals, puis surtout faire une page plus belle. Enfin, on écoutait les gens sur Kickstarter. Comme on parlait tantôt avec Kickstarter, je pense que c'est la force du site aussi, c'est que tu es en écoute direct avec les clients. Ben, c'est comme des dons, là, mais tu es en écoute direct avec les gens. Tu peux vraiment modifier ton projet selon ce que tu penses qui serait mieux pour ton projet et pour eux aussi. Fait que essentiellement, c'est les raisons pourquoi est-ce qu'on a relaunché tout de suite. Pourquoi tout de suite? Ouais, c'est ça. on aurait pu honnêtement attendre. On aurait pu attendre là, mars, février, mais on a décidé tout de suite parce qu'on était prêt. Tu y vas vraiment selon quand tu es prêt, je pense. Kickstarter, ça c'est vraiment. On avait nos vidéos de review, on avait nos stretch goals déjà déterminés, on avait la page qui était déjà montée. Les changements qu'il y avait à faire étaient pas des changements complexes, mais qui devaient être faits juste avec un relaunch. Tu peux plus changer tes prix quand tu launches, c'est coulé dans le béton. C'est ça. Fait que, c'est des changements importants, parce qu'on parlait de prix puis d'objectifs plus bas, comme on disait, de goal, mais qui prenaient pas exactement nécessairement du temps à faire là, puis à préparer. Donc c'est pour ça qu'on a eu la capacité de faire un relaunch rapidement, qui a, à ce qu'on a vu, bien marché, justement, ça a bien fonctionné pour ça. Fait que, donc, on dit, il faut écouter les gens. Puis c'est ça aussi, on en parle un peu plus tôt, une campagne Kickstarter, il faut pouvoir justement adapter la page et la campagne selon l'opinion des gens. Il faut en laisser évidemment, sinon notre jeu serait 3D avec des lasers, des moutons qui volent. Là, les gens en veulent beaucoup. Exact. Mais il faut écouter. Puis c'est ça aussi une campagne. C'est pas vrai qu'on pèse sur le piton. Launch, on a un lancement, on attend un mois, puis à la fin on fait bon, ben merci beaucoup, au revoir. C'est pas ça. Il faut tout le temps s'adapter. C'est beaucoup de temps. Puis c'est ce qui, je pense, fait la différence entre une campagne qui a du succès ou une campagne qui n'en a pas. Ouais. Pour revenir sur ton point, je pense que si on avait écouté les gens, ça serait peut-être devenu un jeu de zombies. Avec des vikings dedans, un peu des ailes, puis un peu de... zombies fourmis. Il y aurait eu des dragons. Des dragons, oui, des dragons. Je pense des zombies sur des dragons. On pourrait faire ça, je pense. Pour un prochain jeu. Ces zombies sont des dragons zombies. Okay, d'après moi, Cool Mini Arnold sont là-dessus. Ouais, c'est ça. Ils vont faire tester une chaudière bientôt. Puis justement, Simon, tu parlais un peu une campagne, ça se vit, c'est long, c'est intense et tout ça. Comment vous avez vécu ça, votre campagne formidable? Puis là, vous êtes dans une autre campagne, justement. C'est les stress, angoisses, il y a les stretch goals à gérer, il y a tout. Il faut gérer aussi la communauté qui pose plein de questions. Là. C'est sûr, c'est beaucoup de travail. C'est le front. Ouais, faut être là tout le temps. Internet, ça va vite. Ça, c'est la chose que tu apprends. Ça va vite. Les nouvelles circulent vite. Les gens s'attendent à des réponses vite, à des changements vite, à des adaptations rapides. C'est gérable. On travaille beaucoup sur la communication avec les gens, nos clients ou futurs clients ou des personnes juste qui sont intriguées par la compagnie ou nos produits. On veut leur répondre rapidement, plus rapidement possible. Des fois, bon, ben là, il faut les gens, comme Simon disait, s'attendent vraiment à une réponse rapide, des fois dans la minute, là, des fois c'est la journée d'après, puis bon. Mais on répond très, très rapidement. Je dirais même que plus souvent qu'autrement, les gens nous remercient d'avoir répondu rapidement à leur message. Puis c'est là-dessus qu'on veut baser aussi. On veut vraiment créer des liens solides avec nos clients. On veut pas les prendre pour des numéros. C'est sûr que je ne saurais pas leur nom par cœur au complet, mais on veut vraiment, tu sais, on voit vraiment que on pense que de l'autre côté, ben, c'est une personne qui nous parle, il faut leur répondre comme une personne, non comme un numéro. Il y a quelques personnes qui nous ont dit, tu sais, c'est eux qui ont fait Formidable. Moi, c'est un no-brainer parce qu'on était là, on répondait, on donnait bon service, bon jeu, ils ont trippé, on était tout le temps en train d'expliquer nos changements en détail. On était tout le temps, on faisait tout le temps des updates minimum au mois pendant Formidable, même si ça s'est étiré quand même. Tout le temps un update au mois.
What's Going On, ces affaires-là. Je pense qu'il y en a qui ont apprécié ça. Puis, il y a eu dernièrement, tu me fais penser à un formidable, il y a quelqu'un qui avait reçu une copie, puis malheureusement, son chien, je pense, a mangé un token ou une fourmi. Puis là, il nous écrit ça, la situation. Fait que là, on nous a dit, on va te renvoyer une fourmi, il n'y a pas de problème. On avait on a des parties supplémentaires prévues pour ce type d'exception-là. Puis la personne a écrit sur Board Game Geek, justement. Je sais pas exactement dans quel forum, là, mais il avait écrit, je pense que c'est sur Diversity, justement. Un peu partout, en fait, il avait mentionné justement le fait que Sphere Game avait eu un service à la clientèle exceptionnel. Avec son chien qui avait mangé un token, il expliquait la situation. Donc, on voit aussi que, autant que nous, ça nous fait plaisir, qu'on trouve ça important, autant qu'on voit que c'est payant aussi d'un côté au niveau de. C'était pas grand chose, mais ça a fait toute la différence pour la personne. Les tokens sont colorés, fait que pour un chien, ça peut avoir l'air appétissant. Belle framboise, là, belle achetée, effectivement. Ça ressemble à de la bouffe. On voit beaucoup ça comme des petits plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, fait qu'à un moment donné, c'est de même que la compagnie va être solide aussi, va avoir des bonnes bases solides aussi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'on voit ça. Parce que souvent, une mauvaise review peut en effacer des milliers qui sont bonnes. Exact. Le monde va accrocher les sur gens ça. qui sont moins contents sont beaucoup plus vocales. Ouais, aussi. Oui. C'est vrai. Non, mais des fois, quand ils deviennent contents, ils restent aussi vocales. Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est. Mais puis on s'est rendu compte aussi, justement, à force depuis que la compagnie existe, on crée, on peut dire comme des ambassadeurs. Donc des personnes qui aiment beaucoup Sphere Games, ce qu'on fait, comment nos produits. Donc ils, par eux-mêmes, répondent des fois à des questions sur des forums, sur des commentaires comme ça, sans qu'on ait besoin d'intervenir. Puis on apprécie, c'est très plaisant, puis c'est génial. De l'autre côté, c'est ce qu'on a de besoin aussi à long terme, parce que plus on va grandir, moins c'est vrai qu'on va avoir le temps de répondre à 8000 courriels par jour. C'est sûr. Je vois la campagne de Rising Sun présentement qui a 23 000 comments présentement. C'est pas vrai que tu peux répondre à chaque comment. Mais je regarde, puis la plupart, c'est ça exactement, et la plupart des commentaires, des questions, c'est d'autres personnes qui répondent à ça. Oui, ils font des updates très très souvent, mais c'est un peu ça qu'on va en venir aussi, un peu comme Jimmy Stone. Ou des fois, il y a quand même une question qui est posée sur un forum ou un site que tu sais même pas qu'il existe. Exact. Ça, dans une autre langue. Oui, dans une autre langue. Ouais, non, ça. C'est très bon. D'ailleurs, sur ce sujet, on a reçu un review ce matin d'un reviewer grec de Formidable. Là, je vois ça dans mon feed. Puis là, c'est tout écrit en grec, fait qu'évidemment, je comprends rien. Je suis quand même allé voir, il y a des belles photos. J'étais content. C'est ça. Tu translates un peu avec Google, tu essaies de translater parce que tu souhaites que c'est bon ça. Si j'aimais ça ou pas. Au moins savoir ça. C'est qu'on puisse faire ça maintenant. Traduire, avoir quand même une idée de ce qui s'est dit. Fin de la parenthèse. C'est un peu ça. Fait qu'au final, votre campagne, c'était presque 1000 supporters, 60 000 $ ramassés. Je pense que vous étiez très satisfait. C'était ce que vous attendiez ou... C'était pas grand-chose. Ouais, c'est ça. C'était un de nos objectifs. On s'était dit, si on se rend à 60, on y va. Notre dernier stretch goal était à 60. Puis en fait, pour revenir à ce qu'on disait plus tôt quand on disait qu'on a relaunché, justement, notre premier objectif qu'on avait mis, de mémoire, c'était 55 ou peut-être 60 000, justement, parce que c'était pas 30. Non, mais le premier gros stretch goal était à 60. Ok, c'était à 60. Le stretch goal était oui, c'est effectivement. Parce que notre but, justement, c'était 60. On se dit, 60, ok, il faut calculer évidemment nos fonds. Tu ne lances pas là-dedans en disant, bon, mais c'est correct, faut que tu calcules, comment ça va me coûter, tout et tout. Fait qu'on dit à 60 000, on va être capable de produire au moins 3 000 unités, dont 1000 pour les gens de Kickstarter, un peu plus que 1000, et les autres, aller vendre un peu en magasin, ce qu'on a fait finalement. Donc, c'est là-dessus que. 93 fous. Fait que 60 000, on était. Fait que 60 000, on était satisfait du résultat. C'est cool. Puis, au niveau, justement, on a parlé 60 000, mais ça a été profitable financièrement ou visibilité ou visibilité, je pense que vous en avez parlé beaucoup, mais... Je dirais rapidement, parce qu'en plus, il y a le dollar canadien US, qui en ce moment fait quand même mal, je dirais, parce que toute la production est en US. Donc, c'est toujours quelque chose à se souvenir. Le shipping souvent est en US, c'est beaucoup ça. Il y a un truc aussi qui est plus dur sur Kickstarter pour les entreprises canadiennes,
c'est que les gens, vite fait, ils voient le dollar. Ouais, Ils voient, mettons, je sais pas, $89 pour un pledge. Puis dans leur tête, eux autres, c'est US. Ouais. On le précise, c'est c'est précisé, mais souvent, c'est mental. les gens qui fouillent, ils le voient, mais les gens qui passent vite, tu sais, Ouais. vont peut-être voir, c'est trop cher. Mais en réalité, c'est 89 Canadiens en ce moment, c'est environ 60, même pas US. Ouais, 60. Dans ce coin-là, 60, 65. Fait que c'est quand même significativement moins cher. Mais pour les frais, pour répondre à ta question, ben c'est la visibilité, mais je dirais que faut faire attention aussi parce que là-dedans, il y a des frais aussi fixes qu'on n'a pas besoin de repayer si on fait un reprint dans un autre, les moules, des choses comme ça. Ce qui nous a coûté énormément cher aussi, c'est au niveau du transport parce que le Kickstarter, c'est les copies ou les 3 copies, 2 copies que vous avez pris, ben on les ship, on les transporte directement à votre maison. Le jeu étant très lourd aussi, qu'il y a beaucoup de matériel à l'intérieur, ben ça a coûté très cher aussi pour le transport. Les gens ils payaient pour le shipping, mais juste nous on payait aussi une partie. C'est pas les c'est ça. C'est pas les frais totaux. Exactement. Exactement, nous on absorbe une grande partie des transports. Exactement. Ça coûtait énormément cher de transport pour ça. Fait que, mais si on compte la visibilité, oui, ça a été rentable là-dessus. C'est sûr que ce qui a vraiment aidé à amener plus d'argent, c'est le fait que les 2000 jeux supplémentaires qu'on a fait faire, plus ou moins, ils sont vendus. Donc c'est ça qui nous a aidé aussi. Il nous reste, je pense, 3 palettes, donc environ pas loin un petit peu moins de 600 jeux en anglais. Bon, on est en train de regarder les possibilités parce que là, on va à Indianapolis au mois d'août au Gen Con. On a réussi à avoir un kiosque là-bas. Avec Max a fait un beau travail pour l'application. Oui, en fait, petit frais cocasse, il faut que je le mentionne, je trouve ça trop bon. Il y avait une question qui disait qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises. Puis Max dit là, c'est parce que ça fait un peu. Toutes les questions d'avant, je lui ai un peu répondu. Fait qu'il a juste rien répondu. Il a mis une photo de notre mascotte. Giant, un petit point. Ça a fonctionné. Fait que faut croire que la personne qui a eu l'application a dit sont différents, évidemment. Fait qu'on a eu notre kiosque qui est assez rare pour une compagnie de première année. Fait que on va peut-être les vendre là-bas aussi directement, en négociation. On regarde le tout là, pour avec ça. les distributeurs aussi. Exact. Parce que là, pour Formidable, comme le Kickstarter est terminé, là, on est rendu en mode plus distribution. Fait que trouver des gens qui peuvent nous faire rentrer dans des boutiques à l'international. Pour l'instant, la réponse à la question, ça serait vraiment visibilité surtout. En termes d'argent, profit, il n'y a pas grand chose à trouver là-dedans. En commençant, il ne faut pas faire ça pour ça. C'est ça. C'était le but, c'était de se faire connaître. Mais on est vraiment content côté visibilité. Là, ah oui, ça valait la peine. C'est vraiment quelque chose. Donc ça, tu disais, il y a eu 1000 jeux plus 2000 jeux vendus à des distributeurs, dans le fond? Ouais. Il y a eu la France, en fait, Pixie Game qui a cru en nous dès le départ. C'est pour ça que on le remercie beaucoup. Dès le départ, il a dit, moi j'ai essayé ton jeu, je trippe, envoie-moi 2 palettes, puis envoie-moi 300 jeux. Puis moi je vais regarder ça. Mais là, ça n'a pas été long. En fait, il a commencé à faire des annonces sur ses sites, sur ses blogs, dans les reviews. Il était à la Cannes, au festival de Cannes, un gros festival et tout. Il a dit, bon, les boys, ça marche pas. Il dit, il faut vous m'en envoyer plus parce que là, le monde en veut. Qui était une bonne nouvelle. Donc là, quand le processus de douane a été passé avec les 2 premières palettes. Donc hier, effectivement, ça fait un mois qu'ils sont là-bas. Exact. Mais là, après ça, on en renvoie 3 autres. On envoie un petit peu moins de 600 jeux qu'on leur renvoie. Et l'autre distributeur, je dis Pixie Game en France, mais il est aussi en Belgique. Il travaille pour la Suisse aussi présentement. En fait, c'est la communauté pas mal francophone en Europe. Parce qu'il nous racontait l'affaire des 7 magasins. Là. Ouais, c'est ça. Il y a environ, il disait qu'il y a environ 200 magasins en France, plus spécialisés pour les jeux. Il distribue d'environ 120 de ceux-là, puis ça augmente évidemment de mois en mois, peut-être rendu à 140. Mais il dit qu'il y a environ 7 magasins là-dedans qui ont 80%. Mais lui, c'est qu'il avait commencé son annonce, puis il avait à peine fait genre 5-10 magasins que déjà ça partait. Après il m'a dit là j'ai vendu quasiment 110 copies de Formidable sur juste seulement 10 magasins. Il dit mec m'ont pris 20, fait que là il dit il m'en faut d'autres. Fait que c'est c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. C'est comme ça que les distributeurs ils trouvent l'intérêt. Exactement. Puis dernièrement on a signé avec Asmodee Canada, qui est notre distributeur maintenant officiellement au Canada, francophone et anglophone, qui lui nous a pris des jeux anglais, français évidemment pour les deux. Il vient nous mentionner justement qu'il reveut des copies français parce que là il
il est dans le jus, c'est qu'il en est vendu. Puis je sais que, fait que là, présentement, je sais qu'il est disponible à l'Imaginaire, en train de négocier avec Archambault, avec d'autres places aussi. Je sais qu'il y a des magasins aussi en Gaspésie, il y en a un à Montréal. Fait que c'est en train de se placer au niveau du Canada. Puis comme Max disait Antoine, on est en train de négocier avec des distributeurs pour les États-Unis, puis le reste de l'Europe et l'Australie et d'autres choses. C'est plus compliqué parce que aussi c'est des gros marchés, donc c'est des grosses négociations, parce que c'est des grosses décisions tant pour nous que pour eux, pour le futur. Eux autres, au lieu de prendre, mettons, 200-300 copies, juger comment ça se passe, ils roulent des magazines à grandeur du pays, du pre-order pendant 30-60 jours. Ça dépend, mais ça, c'est Alliance, mais les autres, c'est pas différent. Puis c'est comme ça qu'ils jugent. Puis ça, eux autres, ils ont des data ou du historique, là, puis ils peuvent juger, bon, s'il y a 200 d'intérêt sur les revues, ça veut dire qu'il faut en prendre 2000, mettons. Fait que les autres, c'est assez... c'est plus du long terme, c'est pas une décision qui se prend comme ça. Là. Ils vont juger lentement mais progressivement. On a propre étude de marché un peu au départ dans leur pays respectifs, surtout aux États-Unis, là, pour ça. Parce que les États-Unis, ça peut prendre ils peuvent te prendre des 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 copies. Fait que c'est avant de prendre des décisions. Je pense qu'ils disaient qu'il y a combien? 3 000 magasins? Ben non, en fait, en tout, dans tout le pays. Là. Fait que si t'en veux un par magasin... C'est spécialisé, ça, de spécialisé. Là. Juste des magasins spécialisés. Là-dedans, on parle pas de ce qui est Walmart, de ce qui est des grandes chaînes comme ça. Là, fait que c'est plus la vente en ligne, plus la... Fait que ça peut monter assez rapidement. Amazon. Donc, c'est des grosses négociations. Amazon. L'une des raisons, pour revenir sur ta question tantôt, pourquoi qu'on a choisi ces thèmes-là, les fourmis puis la plongée, c'est deux thèmes qui se distinguent quand même par rapport aux autres jeux présentement sur le marché. Nature. Qui ont un lien avec la nature. Fait qu'on va espérer se faire un nom puis se démarquer un peu sur les tablettes de magasins par rapport à ce qui se fait présentement. C'est un bon choix parce que des boîtes colorées, il y en a, mais pas tant que ça. Tout non en plus. offrant quelque chose de très différent, comme le premier jeu compétitif, puis là, Diversity, c'est coopératif. Fait que c'est complètement différent. On essaie d'avoir pour les prochains jeux, on essaie d'avoir pas toujours more of the same, comme en anglais. Essayer de varier aussi là-dedans. Puis, la campagne, suite à la campagne, il y a tout le processus de... On fait suivre la campagne, mais là, il arrive des retards. Fait comment qu'on gère ça? Puis, il y a eu beaucoup de développement avec le système jour-nuit qu'on voyait passer. Puis ça vous a créé un peu de retard. Moi, je pense que c'est important d'être franc. On avait des problèmes, puis on le disait. Parce que je pense que pas faire d'update, dire rien aux backers, c'est la pire chose qu'on a pu faire. Même si on espérait que personne ne dise rien, mais ça marche pas. Puis on avait des problèmes, mais on savait qu'on allait être capable de les résoudre. C'était juste une question de temps. Puis ça se fait, tu ouvres un pot de pilule de pharmacie, puis tu vois que ça twist. Ça prend quelque chose dans le ça trouve une manière et ça fonctionne, que ce soit il y avait beaucoup de choses hors de notre contrôle aussi. Fait que ça, c'était dommage par rapport à ça. On n'entrait pas dans les détails, mais il y a beaucoup de choses que... puis évidemment, on apprend, c'est un processus, on apprend beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on a changé avec le prochain jeu qui fait que justement, on va le livrer beaucoup plus rapidement. Le lien avec notre compagnie de production Panda Games aussi, là, ça s'améliore, on sait plus comment ils travaillent, ils savent plus comment on travaille, fait qu'on... Tout ça va juste vers le mieux finalement. C'est tout le temps des petites affaires qui s'accumulent, le transport. On n'a jamais fait ça avant, du transport logistique international. Tu essaies de créer des comptes, tu essaies de payer en Chine, le paiement se rend pas. C'est toutes des petites affaires comme ça que là, on le sait comment faire. Ça fait une grosse différence parce que c'est des petits retards d'une semaine qui s'accumulent des fois. Une semaine parce que... Le nouvel an chinois. C'est 3 semaines au mois de février où que tout est fermé. On fait OK, fait que c'est 3 semaines comme ça. Fait que un petit 3 semaines là, comme Simon dit, une semaine là, là on est rendu à 5, 6, 16 puis fait que c'est plus long un peu comme ça. Puis nous, on s'est toujours dit les 3. Faut que le jeu soit... Le jeu, faut qu'il soit comme on veut qu'il soit. On aurait pu le livrer plus rapidement, mais il y aurait eu des coupés, il y aurait eu des les bases n'existeraient pas. Oui, exactement. Fait qu'on s'est dit non, ça sert à rien. On veut délivrer la qualité qu'on s'est promis au départ. C'est pour ça que... Peut-être tu te gardes des plans B, des options, mais tu essaies le plus possible de faire comme prévu. Est-ce que vous avez un peu des supporters, des mauvais commentaires ou quoi que ce soit par rapport à ça? Ou le monde sont assez, je pense, ouverts d'esprit qu'ils savent que ça va arriver. Par rapport au retard, il n'y a personne. Les gens étaient très compréhensibles et ils appréciaient énormément, comme Simon disait. On montre des photos, Exactement, qu'on montrait aux gens qu'on faisait des updates, qu'on faisait des mises à jour en disant on est rendu là dans le processus à cause de ça, on est rendu là. Fait que les gens, quand tu comprends quelque chose puis tu vois, c'est plus facile après ça. C'est correct, tant que ça avance. Sur Kickstarter, il n'y a rien de pire que le radio silence. Si tu fais rien, tu dis rien. Exact. Il y a eu des campagnes
certaines un peu tout le temps, plusieurs, dont une j'ai en tête, mais je n'aimerais pas dernièrement, qui a fini. Écoute, les gens n'ont pas eu de nouvelles pendant longtemps. Là. Ils n'ont pas de nouvelles. Le monde se fâche. Le monde se fâche. Ben oui, Ils se demandent, sont-ils partis en voyage avec notre argent? Ils veulent avoir des nouvelles. Ils ont financé un projet, fait qu'ils veulent savoir ça va comment. C'est ça. Ouais. J'ai un ami qui a acheté un objet sur Kickstarter il y a quasiment 1 an. Puis il trouvait ça plate justement parce qu'il n'y avait pas de nouvelles. Il dit c'est pas grave, lui il suit ça, mais un peu moins. Puis là il dit je vais écrire personnellement un message. Puis là, ça ne sent pas à se faire répondre le lendemain, mais là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il a écrit son message encore au travail. Il me disait, là, j'ai pas eu de nouvelles encore pour ça. Fait que, c'est un peu, c'est un peu plate. Il aurait pu avoir le même délai, mais communiquer, puis ça aurait peut-être, dépendant des raisons, ça aurait pu être justifiable. Le simple fait qu'il ne parle pas. Okay. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, on aime communiquer avec les gens, on aime ça être proche des gens le plus possible, là, sans les cogner chacun à leur porte dans tous les pays. On aime ça au moins parler avec les... Alors l'aspect humain, on recherche beaucoup l'aspect humain avec les personnes. Non, ça c'est cool. Fait que pour Formidable, je pense qu'on a quand même fait le tour en général. Vous avez appris beaucoup de leçons, puis là on part vers Diversity. Exact. En ce moment, en pleine campagne. Fait que juste pour répéter un peu les stats, en ce moment, j'ai noté ça hier, fait que c'était 620 supporters, puis 50 000 $ environ là, en ce moment. 49. Ouais, 49, ça bouge quelque chose. Et donc, je pense, Maxime, je vais te laisser encore présenter un peu le jeu pour le mettre dans... On en a déjà parlé un peu. Dans le fond, Diversity, c'est un jeu de plongée. Diver pour plongeur en anglais. Qui est coopératif seul. Là. Fait que c'est tout le monde ensemble qui joue contre le jeu. C'est une équipe de plongeurs, chercheurs qui va essayer d'explorer le récif de corail pour trouver des espèces, démontrer qu'il y a suffisamment d'espèces pour transformer le récif de corail de Diversity en parc national avant que les industries aient tout brisé. Les industries, on a les pêcheurs à la dynamite, on a les hôtels, puis on a les stations de pétrole. Fait que c'est vraiment les environnementalistes, les chercheurs contre l'industrie. Qui se combattent dans l'archipel de corail. C'est un thème encore de nature évidemment, mais aussi un thème d'actualité. T'sais, on pense à justement les récifs coraux qui se font détruire un peu partout présentement autour de la planète. Puis je dirais que vite comme ça, il y a beaucoup de gens qui pensent c'est pas grave, c'est juste beau, mais non, ça fait partie de ça fait partie de la base de 25% de 25% environ des espèces marines. Donc non, c'est très 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 important. Fait qu'il y a le côté un peu justement sensibiliser les gens un petit peu à ça quand on joue au jeu. Et oui, effectivement, quand on a essayé de prototype maintes reprises avec beaucoup de personnes, je vois il y a un petit sentiment qui j'ai l'impression de sans sauver la planète, mais de ça me sortait un petit peu chiant. Fait qu'il y avait ce thème là, puis non, Max a choisi vraiment un bon thème pour ce jeu là, puis on a l'aspect aussi de pas savoir les espèces. On a une donnée en fait comme joueur qu'on connaît pas, que tous les autres joueurs connaissent parce qu'ils voient les cartes d'un certain sens qu'on a, puis ils doivent communiquer avec nous dans le fond pour nous donner l'information, un peu comme justement en vrai quand il faut que tu communiques en cherchant de plongeur en disant j'ai trouvé ça, il y a ça là. Fait qu'il y a encore un peu comme Formidable, on essaie de mettre le plus d'éléments de réalité dans le jeu. Fait que c'est un peu... Communiquer comme toute bonne équipe. Exactement. C'est ça qui est le fun. Puis en plus, il y a un aspect un petit peu éducatif au jeu aussi. Il y a 12 espèces marines. Puis c'est assez rare les gens qui connaissent les nudibanges. Non, il y a plein d'espèces que nous autres, quand on jouait, étaient là. Cette affaire-là. Le tapis, des fois j'ai entendu le tapis. Le tapis, donc, puis c'est une des choses qu'on va aussi faire dans le livre des règlements. En fond, on va mettre une partie aussi qui va parler un peu vraiment, qui va pas avoir rapport au règlement en tant que tel, mais vraiment sur des statistiques, certaines choses par rapport à, justement, aux récifs coraux, pour essayer d'éduquer les gens par rapport à ça, parce que c'est un gros phénomène là, présentement. Est-ce que vous allez mettre un guide des espèces pour qu'on puisse les nommer? Dépendamment de la place qu'on a, on va mettre les noms, c'est sûr. Oui, ça serait intéressant. Il faut au moins qu'il y ait les noms. Vous avez fait je pense qu'il a été débloqué, le storybook. Oui, exactement. C'est plus qui est plus des... Je me souviens plus, c'est quoi exactement qu'il y a là-dedans? En fait, c'est que c'est pas le jeu directement, c'est vraiment l'histoire, un peu comme tu pourrais lire, pas nécessairement d'enfant, mais c'est une belle petite histoire avec des dessins de jeu. On fait comme de créer une histoire. L'histoire autour du jeu. L'histoire. Pour que le jeu, tu lis ça, puis maintenant...
l'ambiance dans dans l'ambiance. Exactement. C'est comme ça t'amène vers le jeu. Exact. Ça, c'est vous qui avez écrit ça, vous avez... C'est ma blonde. Ok, c'est cool, ça. Qui est en charge de la rédaction. C'est pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Donc, c'est ça. Fait que oui, ça va être le mettre dans l'ambiance. C'est pour ça que, puis c'est un peu de créer. Puis en tout cas, nous, comme groupe de joueurs, on le fait, puis c'est sûr qu'il y a plein d'autres monde qui le font, que c'est dans certains jeux, mettons, on met un peu de musique par rapport au jeu derrière, mettons, jamais écoute, mais la musique de pirate, t'essaies de créer une ambiance, tu sais, ça peut faire partie un peu de l'ambiance, de lire un peu l'histoire avant des nouveaux joueurs, quand jamais joué les jeux au début, puis là, tu mets des petites coups d'eau pire ou des chutes en arrière, peu importe, là, je vais vous laisser créer votre ambiance. Les pêcheurs à dynamite. Ouais, la dynamite, c'est peut-être pas la mettre dans l'ambiance. Fait que c'est un peu ça. Puis il y a aussi la possibilité, le jeu de 1 à 7 joueurs. Le 7e joueur, pourquoi en fait, c'est qu'il y a possibilité d'un joueur qui joue justement les méchants, l'antagonisme, c'est cool. qui va pouvoir jouer ça. Et ça augmente la difficulté du jeu évidemment énormément parce que normalement durant le jeu, c'est aléatoire pour les pêcheurs et les autres, leur mouvement, tandis que là, la personne qui jouerait justement à ces personnes-là, il choisirait quel événement arrive néfaste pour l'autre équipe. Donc à ce moment-là, la difficulté du jeu augmente beaucoup. Il y a déjà 16 difficultés dans le jeu, en fait. Donc, dépendant de ce qu'on choisit, on peut jouer un peu comme Formidable avec pas nécessairement des enfants, peut-être plus des jeunes adolescents jusqu'aux adultes gamers. Et un des choses à faire, je vous dirais, une des intéressantes, c'est que le but, c'est de justement remplir ces 16 difficultés-là. D'essayer de toutes les réussir, de toutes les gagner. Et de se ramasser jusqu'au dernier niveau qui est le Legendary. Un peu comme une campagne. Exactement, un peu comme une campagne de jeu. Comme tout bon jeu coop, c'est assez difficile quand même. C'est un défi. C'est un des reviews qu'on avait eu, qu'on a aimé aussi de Under Viking, qu'on a sur notre page. Là. Undead Viking. Qu'est-ce que j'ai dit? Undead Viking, pardon. Undead Viking, puis qui disait moi j'aime ça quand que je joue un jeu coopératif, puis que la première partie je perds. Puis exact. Donc là il avait dit justement, justement j'ai perdu. Fait que là c'est ça qui était. Il était content. Il était content. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'il énumérait des points. Il y avait 3 points qui disaient qu'est-ce qui était intéressant d'une coopérative. Puis notre jeu, selon lui, et selon nous, remplit justement ces 3 points-là. Donc non, c'est. Puis pour vous retourner à la question, dans le fond, vous l'avez essayé. Vous en pensez quoi du niveau de difficulté vite comme ça? C'était assez difficile. Il y a même gagné? Je suis même pas sûr. Qu'on a déjà une gagné. Partie très proche. très proche. Ça donne le goût de rejouer. Ouais, c'est ça. La perds. dernière partie, on était très proche de mémoire. Il y a une partie qu'on a perdue en dedans de 20 minutes, je pense. Là. Ça a vraiment pas bien été. Les astres étaient contre nous. Moi, j'aime ça aussi. C'est un peu comme on jouait à Ghost Stories puis qu'on avait perdu comme 10 games en ligne. On jouait dans la difficulté, mais moi j'aime ça. C'est ça qui donne envie de jouer. Une fois que tu gagnes, tu l'as. Ouais, c'est ça. T'es vraiment content de ta victoire. C'est ce qu'on veut. On veut que les gens fassent ça. Ouais, c'est ça. On veut que les gens ragent de joie. On veut que les gens ragent de joie parce qu'on a perdu. Ça leur donne le défi de recommencer, puis de faire une autre stratégie, puis d'essayer de différentes façons. C'est quand même l'option plus facile pour les gens qui ne veulent pas tout le temps perdre. Ça, c'est important de mentionner aussi. Il y a des jeux pour être plus gentils, plus friendly pour le monde qui sont moins habitués. Puis on peut décider. Quand tu veux gagner, tu joues au niveau facile. Comme on disait tantôt, il y a des joueurs avec des habilités spéciales qui ont le choix, puis il y a certaines habilités qui peut être mettons, qui peut faire des combos entre, qui peut être plus forte. Tu peux en essayer un autre. Exactement. Il y a des habilités, mettons, justement, qu'on pourrait la difficulté, tu veux dire, on n'utilise pas ceux-là, ça va trop nous aider. Ou le contraire, si on veut que le jeu soit un peu plus facile, on dit on va utiliser absolument, mettons, ces deux-là qui donnent un bon avantage. Donc, le jeu est très malléable là-dessus. C'est ce qu'on aime beaucoup faire. Tu peux même retirer des cartes qui sont avantageuses. Exactement. Puis, en fait, on a débloqué avec Kickstarter, justement, un Stretch Goal qui va racheter 6 cartes. Industriel là, dont les méchants jouent, mais ces 6 cartes-là, en fait, ils vont être beaucoup plus néfastes que les autres. Et puis on va mettre en fait le dos de la carte aussi différent. Fait quand la carte va arriver en haut du paquet, les gens vont le savoir. Ok, le prochain tour, ça va être le dawa, ça va être le bordel, il y a quelque chose qui va se passer, donc il faut réagir. Fait qu'on crée un autre événement de panique, puis c'est ce que les gens aiment dans le jeu. Avec une fête de mort. C'est optionnel exactement comme Simon dit, donc on
peut les enlever pour réduire la difficulté. Normalement, l'image justement qu'on va mettre par-dessus serait justement l'image des 3 méchants, la fameuse image de clash que j'appelle, qu'on voit les bons contre les méchants vis-à-vis. On mettrait la moitié méchant. Ok. Le dos des cartes. Pour avoir peur un peu. Ouais, mais pour voir qu'il y a une menace qui arrive, il faut réagir. Faut se préparer. Puis au niveau un peu plus des inspirations dans le jeu, au niveau des mécaniques, tout ça, il y a un peu du Hanabi derrière ça pour les tuiles qu'on voit pas, mais que toutes les autres voient. Mais y en a-tu d'autres? C'est quoi tes inspirations un peu? Les inspirations, on a joué à beaucoup de coop. Je dirais que c'est une multitude d'inspirations qui viennent de différents jeux. Le système de points de mouvement comme ça fait penser un peu à Pandémie. Je dirais où les joueurs ont en moyenne 4 actions par tour, puis ils peuvent faire différents choix avec leurs actions. Puis le système avec les tuiles où ce qu'on voit pas le derrière, ça c'est vraiment plus un ami. Fait que ça c'est vraiment plus apparenté à ça. Fait que je dirais principalement ces 2 jeux-là. Mais encore une fois, Pandémie, ça ressemble beaucoup à Forbidden Island, qui ressemble beaucoup à Forbidden Desert. Qui ressemble beaucoup de proche ou de loin à Ghost Stories, à Yggdrasil. Fait que c'est un peu une inspiration à longue de jouer des jeux coop. On en est venu à un mélange de mécaniques qui viennent de différents jeux. On a réutilisé aussi les bases tournantes. C'était ma question qui s'en met. Vas-y. Par rapport à ça, en fait, Formidable avait des bases tournantes sur les fourmis pour savoir si on était de jour ou de nuit. Ben, on a réutilisé les mêmes bases pour les plongeurs. Le système de base rotative qui va indiquer si le plongeur est sous l'eau ou hors de l'eau à la surface. Fait que c'est le même concept. Donc, je dirais pas qu'il va être dans tous les jeux de Sphere Game. Par contre, c'est sûr que on essaie d'en créer peut-être une petite marque de commerce. Quand ça fit. C'est ça, quand il y a un besoin. C'était ma question un peu. C'était-tu primordial ou ça a fait? Non, ça l'a donné comme ça. Ça l'a donné, mais tu sais, je garantis que si on fait un draft, on fait un jeu de cartes, plus avec des cartes, pas de figurines, il n'y aura pas de base rotative. Les cartes rotatives. Peut-être des cartes rotatives. On va se pencher sur le sujet. On va y réfléchir. Effectivement. Nous, on aime vraiment l'aspect, parce que tu parlais d'inspiration des autres jeux, les mécaniques, l'aspect aussi de la communication, information limitée, entre autres, vu dans Hanabi. Mais ce qui est intéressant, c'est que les joueurs ont une information limitée, donc les décisions peuvent pas être prises par un seul joueur. Ça veut dire que ça devient plus un team effort. Ça, c'était vraiment important pour nous. C'est une des raisons pourquoi cette mécanique-là dans le jeu. Pour pas que ce soit quelqu'un qui dise à tout le monde quoi faire à son tour. Il peut pas parce qu'il n'a pas l'information de lui, qu'est-ce qu'il y a dans la main. Puis sans utiliser ses actions, il n'a pas le droit de dire aux autres qu'est-ce qu'il y a dans leur main. Il ne peut pas dire aux gens, mets ça, fais ça. Faut qu'il laisse un peu le monde jouer. Il y a quand même la possibilité d'un joueur comme ça de leader la game, d'être bon. C'est juste qu'il ne peut pas tout prendre les décisions. C'est ça qu'on trouve intéressant aussi avec ça. Parce que je me souviens qu'on a joué une partie, je me souviens plus quel jeu, ça fait peut-être 1 an et demi de ça, 2 ans. Puis je me souviens que c'était simplement, il y avait quelqu'un qui disait fais ça. Puis là, je fais j'ai rien fait. Il y en a qui aiment ça. Ouais, exact. C'est juste que nous, on préférait faire une non, c'est très d'accord avec vous. C'est vraiment une belle idée d'avoir un peu éliminé l'aspect du joueur alpha puis de dire ok, tout le monde va pouvoir participer. Puis on a augmenté ce point-là dans les niveaux de difficulté. Les plongeurs qui sont en dessous de l'eau n'ont pas le droit de communiquer avec les autres pour leur dire même stratégie, c'est ça. C'est ça, parce qu'ils sont en dessous de l'eau. En dessous de l'eau, c'est on le pousse un peu. Fait que c'est le fun. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment se donner un bon challenge. Bon, je vais revenir un peu à la campagne qui est en cours. Un peu pour savoir, vous avez eu l'expérience de Formidable. Comment vous avez abordé cette campagne-là? Comment vous avez dit, on va fixer tel objectif, tel stretch goal, comment on y va? Vous avez appris de l'autre, donc comment ça s'est passé un peu par rapport à ça? C'est ça. On a d'abord pensé qu'il faut avoir le bon prix. Nous, avec Formidable, c'était l'erreur du premier relaunch. Donc là, pour Diversity, on s'est assuré que c'était un bon prix. Puis là, on a une différence avec ça, là, c'est le Deluxe. Puis là, il y en a Formidable, c'était Formidable, parce qu'il y avait français. Mais là, on a le Deluxe qui est vraiment une copie significativement différente. Il y a plusieurs affaires de plus. Et bon, avec les stretch goals et tout, ça commence à faire quand même pas mal d'affaires. Fait que ça, c'était à réfléchir qu'est-ce qui va où. Des stretch goals dans le Deluxe, dans la version de base. Fait que ça devient quand même une espèce de pile-mine un peu, mais tu finis par t'arranger avec qu'est-ce qu'il y en a. Parce que nous, on voulait vraiment que le Deluxe, ça soit de vraiment ajouter. Mais toujours pas rajouter des mécaniques, pas rajouter des éléments que le jeu n'aura pas. Tu peux jouer avec le standard à 100%.
C'est juste que le Deluxe, c'est vraiment plus un collecteur. C'est ça, donner un petit plus, puis ça donne en même temps, ça vous donne un apport d'argent supplémentaire. Je sais pas si ça couvre les mêmes frais ou bien ça revient au même. On peut balancer avec ce qu'il y a de plus dans le il y a quand même pas mal. Le but n'est pas de faire plus d'argent dans la Deluxe, c'est vraiment d'en donner plus à ceux qui veulent une version plus belle à jouer avec des grosses cartes. Il faut oublier que le Deluxe, c'est le matériel de plus. Au niveau du transport, ça va être plus lourd, ça va coûter plus cher. Fait que certaines choses, c'est très différent de la vision des personnes qui font le jeu, qui mettent sur Kickstarter, que la vision des gens qui l'achètent. C'est vraiment deux mondes carrément différents. Puis avec Fondam, on a eu la chance de voir l'autre monde. Puis là, on s'est ajusté et on s'améliore, on continue à s'améliorer. On dit pas qu'on est parfait, mais on s'améliore de jour en jour, semaine en semaine, de campagne en campagne, on va s'améliorer. Puis tant qu'on s'améliore, les trois, je pense qu'on va être contents de notre Mais c'est ça, c'est que l'affaire, c'est qu'avec Formidable, on s'était vraiment lancé dans quelque chose de gros. Un jeu qui avait au-dessus de 500-600 components. Donc 93 figurines avec des bases tournantes. Fait qu'avec Diversity, on a comme déjà un peu, on est en territoire familier. Ça, c'est ce qui était le fun pour nous. Il n'y avait pas de petites surprises ou d'affaires qu'on savait pas comment faire. C'était vraiment juste de le faire. Le gros défi était la première fois. Effectivement. Côté shipping aussi, on était plus au courant des prix. La première campagne, c'était des fois, il y en a eu qui avaient ils ont remboursé avec PayPal, des petites affaires comme ça, tandis que là, tous les prix étaient genre, on le sait, ça coûte tant, j'ai la feuille devant moi. On connaît les compagnies aussi. C'est ça. Comme on a déjà fait affaire avec eux, sûrement qu'une deuxième fois, ça va être plus facile de repasser avec la compagnie. Des fois, ça peut être difficile plus difficile d'avoir des prix ou d'avancer vraiment un dossier avec une compagnie en disant il n'y a pas de besoin là, peut-être avoir besoin de toi si la campagne Kickstarter elle fonctionne, on s'en parle dans un mois. C'est ça. Fait que là, j'ai lui ou d'autres autres courriels, fait que tu sais, il ne prépare pas nécessairement. Tandis que là, on a carrément un client, on a un dossier, on a tout, donc c'est plus facile d'avoir des données, d'avoir de l'information, de demander des prix supplémentaires. C'est le fun aussi de s'en prendre plus au sérieux aussi, de ce côté-là. Ça vaut pour la deuxième, ça aide beaucoup le bagage la première. Ça, c'est clair. Les gens savent qu'on n'ira pas dans le sud avec l'argent, qu'on fait vraiment. qu'on n'ira pas parce qu'il faut mettre de l'argent de notre poche aussi pour faire les gens un peu puis investir dans notre compagnie. Puis ils savent que les gens on délivre de la qualité aussi. Ils savent que le jeu va être bon et qu'il va être de la bonne qualité, que la boîte va être bonne, que ça va être en bon état, que s'il arrive quelque chose, une erreur ou un chien qui mange un token ou une pièce du jeu, on va s'arranger pour que les clients soient heureux. Puis je pense que c'est ça l'essentiel. Puis on parlait de la Deluxe, je sais que vous avez des contenus exclusifs au Kickstarter, mais la Deluxe, est-ce qu'elle va être en vente aussi par après ou c'est juste le normal? On l'a pas mis exclusif sur Kickstarter justement parce que ça dépend. On aimerait ça, mais est-ce qu'on demande? Ouais, c'est ça. Par contre, il y a un numéro unique sur chaque boîte de luxe Kickstarter, puis ça, c'est sûr que c'est Kickstarter. C'est sûr. Le livre d'histoire aussi, la petite storybook. Exactement. Donc, puis il y a plein de trucs gratuits avec ceux qui sont sur Kickstarter. On donne les cartes de plus, ces affaires-là. Mais la Deluxe, pour l'instant, on se garde on gauge, comme on dit, en bon québécois. Exact. Good. Puis il y a du matériel qui va être dans le jeu, on appelle le promo pack, qui va être dans le jeu en Kickstarter et que normalement, dans le fond, ce que ça permet, c'est qu'en magasin ultérieurement, les gens pourront l'acheter, mais il ne sera pas dans la boîte, donc ça va être un coût supplémentaire en magasin. Tandis que là, on le met dans la boîte directement à nos frais, ça leur coûte pas plus cher aux autres. Fait que c'est un avantage que les gens ont présentement. Fait que c'est un autre incitatif aux gens pour l'acheter immédiatement et non à attendre en magasin. Puis là, c'est quoi votre objectif final? Je sais pas, peut-être vous voulez pas le révéler ou pas avoir d'attente. On va garder ça dans le secret. C'est difficile à dire. C'est dur à dire. De toute façon, un Kickstarter, c'est très volatile. Puis tu sais jamais la fin, qu'est-ce qui se passe. Tu sais jamais... le futur est tellement incertain. On sait pas encore. Bon, il y a la fameuse curve Kickstarter. Les 2-3 premiers jours sont dans les plus gros, les 2-3 derniers sont dans les plus gros aussi. Au milieu, ça fait comme un U, ça descend un petit peu, il y a une période plus creuse. Mais il y a quand même bon, c'est à nous de travailler fort avec justement, faire des entrevues comme aujourd'hui, d'avoir des reviews de certaines personnes quand on arrive en Europe, il y en a 5-6 qui sont en route. Continuer à travailler fort, pas s'asseoir justement sur le sofa puis à rien faire, mais vraiment continuer de travailler fort pour que les creux soient moins creux, puis que les ups, les hauts soient plus hauts.
Mais après ça, tu sais, rendu là, on va le savoir le 17 avril, ça va être quoi. Est-ce qu'on s'est mis des objectifs, des buts? Oui. Mais c'est selon. On a des scénarios différents. On s'adapter de façon dynamique. Le nombre de copies qu'on peut commander, c'est pas nécessairement coulé dans le béton. Exact. Puis là, comme on parlait plutôt un peu, on négocie avec des distributeurs pour Formidable, oui, mais pour Diversity aussi. Ça, c'est une chose qui nous aide aussi, parce qu'avec Formidable, allait dire aux gens, on va être en train de produire 3000 jeux pour Kickstarter dans le magasin, voulez-vous en des copies aussi? Ils vont dire, mais c'est quoi ton jeu? Je veux dire, je veux savoir, c'est... Exactement, je veux l'essayer, je veux voir une copie finale et tout. Vu qu'on n'est pas connu. Là, avec Formidable qui est sorti, maintenant on peut directement négocier pour que Diversity, lorsqu'on va produire les unités pour le Kickstarter, on va pouvoir déjà peut-être produire des unités pour la France, Canada, les États-Unis, en plus, et de faire une production et sauver des coûts à quelque part aussi. Ce qu'ils aimaient voir, eux autres aussi, c'est un proof of concept là, qui appelait. Eux autres, c'est vraiment. T'as ton jeu qu'on a fait. Il est là, puis vous voyez de quoi ça a l'air, alors que si on n'avait pas fait l'autre jeu avant. Fait qu'avec la deuxième campagne, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi. C'est quelque chose qui peut aider aussi. Il y a plein de facteurs qu'il faut rester à l'affût. Il faut rester à l'affût, puis s'adapter. On a fait des scénarios pour beaucoup de situations. On est prêt à beaucoup de situations, mais la clé, c'est de s'adapter avec les imprévus qui vont arriver. Non, parce que je te dirais que Kickstarter, c'est ça. Et à venir jusqu'à date, est-ce que vous êtes quand même satisfait de comment ça se passe? Il y a beaucoup de monde qui apprend. Le jeu, là, il y avait personne qui connaissait Diversity. Genre avant qu'on launch, il n'y avait pas grand monde, honnêtement. Sur Board Game Geek, mais là, il y a beaucoup de fans. Ça commence à se parler. On a un contest bientôt. Juste pour ça, c'est vraiment excellent. Pour faire connaître le jeu, c'est excellent. Beaucoup de gens qui en jasent, qui en jasaient pas. C'est déjà vraiment bon. Puis... donc ça fait pas mal aussi le tour sur Diversity. On va vous souhaiter un énorme succès aussi pour le reste de la campagne. Merci. Juste mentionner, honnêtement, oui, on est en campagne présentement. Je vais mentionner qu'il y a une autre campagne québécoise présentement aussi, que vous avez fait une entrevue avec les gars de Viking Guard présentement sur Kickstarter. Fait que je tenais juste à le mentionner. Les Québécois, on les connaît, sont super sympathiques. Ils nous aident, ils nous ont supporté dans Diversity, on les supporte aussi jusqu'à Viking Guard. Puis on essaie de s'entraider dans le québécois. Beau projet de gars de la ville de Québec. Exact. Exactement. Puis on s'entraide. On se bat mutuellement. Aussi, si vous voulez écouter l'entrevue, là, c'est sur notre site web. Ça va être, c'est à la même place que votre entrevue va se retrouver. Là. Je pense que leur podcast, leur épisode, c'était l'épisode 19 juste avant. Là. Okay. D'ailleurs, celle-là, c'est le 20e. En passant. Vous faites un bon travail. Moi, j'ai écouté seulement des entrevues. Je mentirais, j'ai écouté toutes, mais j'en ai écouté plusieurs. Puis, non, c'est très intéressant. En fait, même quelques fois, j'ai remis quelques bouts que je trouvais intéressants. Puis, en fait, ça, c'est mon côté maniaque. Et puis, là, on a parlé des jeux, mais je voulais aussi parler de Sphere Games. Parce que vous avez décidé d'opter pour l'auto-édition. Vous en avez un peu parlé tantôt, mais peut-être reparler un peu des choix. Pourquoi? Je sais que c'est un peu financier, j'imagine, un peu l'aspect de contrôle. Oui, liberté. Vraiment de faire les jeux comme on veut, quand on veut. Ça, c'est vraiment important. Et possibilité de pouvoir les faire aussi. Ouais, c'est ça. Enlève Kickstarter, je pense pas que Formidable. En tout cas, pas dans son itération actuelle. Probablement pas existé. Il y avait je pense, je suis pas sûr, c'est pas Thief ou il y avait un jeu que j'ai vu il y a pas bien longtemps sur Facebook qui disait il va être réédité par justement une maison d'édition. Puis on a changé le nom du jeu. Puis on a changé plein d'autres choses aussi. Puis là, j'ai regardé un peu la liste. Puis j'étais ok, mais le jeu il est putain pareil. Fait que, rendu là, je pense que c'est important. On s'est toujours dit, Max a créé des bons jeux quand on a travaillé les trois ensemble dessus. Puis on veut que le jeu soit ce qu'on voulait au départ. C'est-tu plus de travail? Oui. C'est plus de risques? Oui. Mais est-ce que les récompenses, autant financièrement, mais aussi au niveau de la fierté d'avoir créé quelque chose qui peut être plus grande aussi. Donc, c'est là-dessus. Puis nous, on s'en cachera pas. Nous, notre but, c'est ultérieurement de vivre de la compagnie, justement, de vivre seulement dans des fonds, de ramasser de la compagnie. Faire des board games. Exactement. Faire des board games. Là, il y a une application qui va se créer pour Diversity au niveau du mobile. C'est cool. Une application au niveau du mobile qui va être, qu'on va faire le lancement au Gen Con à Indianapolis au mois d'août. Et il y a d'autres
surprise. On travaille avec d'autres choses aussi qui est en train de se faire. Puis, petite parenthèse, c'est vraiment intéressant le monde des applications parce qu'exemple, il peut faire des calculs de comment la game va jouer mathématiquement, c'est comme 100 000 fois, exemple. Ça, c'est quelque chose c'est tellement pratique quand vient le temps de designer un jeu, par exemple. C'est quelque chose. Sphere Game, on veut juste que ça grandisse. Puis, non, Max est arrivé avec son idée parce que c'est Max qui avait initié le projet, dans le fond, qui était venu avec l'idée. Au début, tu fais le son un peu, c'est fallu ça, mais on se dit, en même temps, on sort pas non plus, on avait joué des board games. Max avait initié justement plusieurs années, on avait joué, on tripait, puis bon, on sort pas non plus de. Mais non, ça a été farfelu au début, puis on s'est dit, peut-être on va regarder. Puis plus on regardait, plus on voyait la viabilité, la vague qu'il y a des jeux de société dans le monde qui grandit de plus en plus, le thème de Formidable que Max a amené, on s'est dit, bon, on laisse les boys. Ça aide aussi l'artiste Gong Studio qui ont fait tous les dessins de Formidable. La Rusty ont fait des dessins accrocheurs sur à l'œil. Formidable, le cover, on est vraiment fiers. Max, en fait, t'es allé le voir. Je peux peut-être raconter un peu ton. Dans le fond, c'est un artiste que j'ai trouvé avec DeviantArt. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site internet où il y a des artistes qui font du freelance. C'est des artistes qui cherchent des contrats. Dans le fond. Fait que tu peux aller sur le site et poster des contrats que tu offres. Puis là, les artistes vont t'écrire puis vont t'envoyer comme leur portfolio. Fait que toi, là, tu peux regarder les portfolios puis sélectionner l'artiste qui convient le plus au style de dessin que tu veux. Je pense que quand j'avais posté l'offre d'emploi, j'ai eu 40 réponses en 2 jours de CV. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur ce site-là. Puis là, en faisant un tri de ces 40 personnes-là, j'avais 2 personnes au final que j'avais retenues. Puis finalement, on a gardé l'Indonésien. Puis ce qui est comique, c'est que 2 mois après, avec ma copine, on est allé en Indonésie. Puis c'était pas prévu. Fait que quand je suis allé là-bas, j'ai dit, bon, là, on passe par Jakarta, fait qu'on n'a pas le choix d'aller te rencontrer. Puis lui, il trippait vraiment. C'est vraiment cool. Fait que c'est qui, on s'est parlé, on est ensemble et tout. Parce que lui, il ne voit jamais ses clients. Dans le sens que ses clients, c'est tous des Américains, des Européens. Mais quand on est arrivé là-bas, les gens vont pas en Indonésie voir l'artiste qui a fait les dessins pour leur. C'était-tu le premier? Je me rappelle plus si c'était le premier. C'était dans les. Je pense la première. Peut-être pas la première fois, mais ça arrive vraiment pas souvent. Peut-être juste 2 fois que ça lui est arrivé. C'est vraiment content. C'est ton particulier. Mais ça, il est très talentueux. Puis ça crée un bon lien, un lien de confiance aussi. Puis lui, dans le fond, il fait tous les designs, mais après ça, le montage des cartes, ça, c'est-tu vous qui le faites? Bon, c'est sûr qu'il y a des retouches à faire, des arrangements, des trucs. Moi, j'aime ça qu'ils nous donnent, mettons, des fichiers de source qu'on peut travailler nous-mêmes. C'est comme ça, c'est plus versatile. On n'a pas envie de l'appeler tout le temps. Il y a un petit truc, un petit truc. Si c'est des petites affaires, on s'en occupe. Si c'est gros, c'est lui. Puis là, on travaille aussi beaucoup ces temps-ci avec un autre artiste, dans le fond, Jason... qui travaille avec nous, Jason Simon. Jason Simon travaille avec nous, qui fait un beau travail aussi là-dessus. Très bon artiste qui fait, en fait, c'est son travail de tous les jours, là, c'est ce qu'il fait dans la vie. Là. C'est lui, puis c'est lui en fait qui a retravaillé aussi notre logo. Un nouveau logo Sphere Game avec lui. Puis non, c'est beaucoup de monde. Beaucoup de monde un peu. On travaille avec une autre personne qui nous ferait un peu les figurines, on travaille avec une autre personne pour la. On travaille avec beaucoup de. J'ai fait l'autre fois une liste un peu de personnes qui ont engagé ou en collaboration. Puis il a fallu que je descende la page. C'est plus long qu'on pensait. C'est bon ça. Puis est-ce que vous recommanderiez cette voie-là aux futurs créateurs ou c'est. Il y a j'imagine qu'il y a des contraintes aussi. Soyez prêts. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de solution miracle. Peu importe la voie, je pense que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, puis du travail que tu ne vois pas venir des fois, puis des problèmes que tu ne vois pas venir. À des heures étranges. À des heures étranges. Tu sais, moi, exemple, que quand on livrait nos jeux à partir de la Chine, en Australie, ces affaires-là, je recevais la plupart de mes emails entre minuit et 2 heures du matin. Il fallait que je m'arrange pour répondre à ce moment-là, parce que sinon, ça va aller au lendemain. Des fois, le lendemain, c'est trop tard. Mais pendant ce temps-là, tu reçois des emails de l'Ouest américain, mais eux autres, ils rentrent plus dans le coin peut-être de midi. Puis là, t'as l'Europe aussi. Eux, ils rentrent plus le matin. C'est à toute heure, toujours. Ça reste 24 heures. C'est 24 heures. C'est 24 heures. Tu veux pas être en retard dans rien. Puis ça, c'est juste la logistique. Là. Je parle même pas de préparer un Kickstarter. Préparer un jeu, c'est de l'ouvrage. Il faut tester le jeu. Des magasins. Il faut quasiment écrire un livre là-dessus. Sur le processus du début à la fin. En fait, c'est notre but un peu justement. On est en train de retravailler pour un autre site internet qui devrait dans les prochains mois
être disponible. Puis un des aspects du site internet, justement, c'est qu'on va instaurer un blog pour parler de plusieurs sujets, dont justement un peu notre aventure, comment. Fait que les gens vont pouvoir aussi, parce qu'on s'est posé énormément de questions par beaucoup de gens sur justement le processus, comment vous avez fait, les étapes. Au début, on disait, on va répondre une personne, deux personnes. Mais là, quand t'es rendu à 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus, on parle. Fait que là, à un moment donné, on se dit, ben là, je pense que autant pour notre temps que pour pas oublier rien, parce que j'ai dit ça à lui ou à lui ou à lui, on va faire un blog un peu là-dessus aussi. Mais non, pour répondre à la question, oui, en même temps, nous, notre but, c'est de vivre de ça. Puis si on vit de ça, à un moment donné, je dis, wow, donc, ben, on est privilégié, on donne du bonheur aux gens, puis on crée des board games puis en tout cas, d'entertainment pour vivre, c'est génial. Fait que oui, est-ce que je dis aux gens, est-ce que c'est une bonne chose de se lancer là-dedans? Oui. Par contre, soyez prêts au niveau du temps, au niveau financier, au niveau de votre plan marketing, au niveau de vos plans d'affaires, au niveau de vos collègues de travail aussi. Puis faites ça vraiment, faites ça légalement dans les bonnes choses. Puis, Kickstarter, tu sais jamais quoi t'attendre. En plus aussi, exactement. Donc, puis tu sais, c'est moi exemple, on voulait faire la production du jeu. Puis Panda, qui est une excellente, en tout cas, ils font des jeux de très bonne qualité, mais tu sais, les autres, c'est bon, on veut recevoir les tout comme ça. Voilà. Puis là, toi, t'es là, ben comment je fais? Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles là-dessus, beaucoup d'essais-erreurs. Il faut quand même être assez autonome, je pense. Puis une certaine degré d'autodidacte. C'est ça. On apprend beaucoup par nous-mêmes, on n'a pas le choix. Il y a de l'aide un peu, là. Mais c'est quelque chose. Mais vous avez l'air aussi quand même assez versatile comme équipe avec vos forces de chacun et vos connaissances. Nos backgrounds complètement différents. On se complète bien. Puis on a, évidemment, on n'a pas tout le temps la même opinion. Puis une chance, parce que sinon, bon, c'est faux. Mais notre vision d'avenir, par contre, puis notre long terme, puis aussi qu'on s'enligne, est à la même place. Donc après ça, le chemin qu'on emprunte, bon, ben des fois, il y a un cul-de-sac, des fois, il y a un foot des fois, il y a un one-way. Mais on s'enligne tout, on est dans le même char. Donc, on est dans la même auto, puis on va vers la bonne place. Le GPS, il est pointé à la fin, puis c'est ça. Donc c'est un peu ça. Nous, on aimerait ça faire, je sais pas, mettons un jeu par année, par exemple, ou pour l'instant, essayer de faire un bon jeu. On aimerait mieux faire un bon jeu que 8 jeux semi. C'était ma question, justement. C'était ça la question? C'était votre objectif par année. Je pense qu'on avait déjà parlé hors d'onde. C'était un jeu par année au moins. C'est quelque chose qui peut changer à mesure que la situation progresse. Mais en ce moment, ce serait ça. C'est différent aussi, parce qu'il faut faire attention aussi entre un jeu et un produit. Il faut faire la différence. Est-ce qu'il y a une application, c'est un jeu? Est-ce qu'il y a une extension, c'est un jeu? Une version de luxe, une version normale, c'est deux jeux différents ou c'est le même jeu? Mais fais attention de produits et jeux. C'est un vrai jeu. On aimerait peut-être faire justement 1 ou 2 jeux par année. On aimerait peut-être faire 4-5 produits par année, mais rendu là après ça. Fait que tu sais, puis évidemment, ça va aller avec la demande, puis ça va aller avec le temps, puis avec les gens qui ont engagé des employés ultérieurement. Fait que ça va aller avec ça aussi. C'est sûr que si un producteur, un distributeur États-Unis dit, ben moi, il dit oui, on frappe, on va vous supporter, financièrement, on veut des copies, on veut 10 000, 20 000 copies. Est-ce que vous pouvez faire un autre jeu là dans 4 mois pour supporter une extension? Ben là, après ça, il faut s'asseoir pour voir, OK, bon, ben, si on a un soutien énorme aussi au niveau de commande, au niveau de financement, ben, on peut aussi, à ce moment-là, prendre plus de temps pour créer le jeu, diminuer un peu nos heures sur le travail respectif qu'on a présentement, nos daily jobs, on pourrait dire, à tous les jours. Enfin, on va s'adapter, mais on veut jamais diminuer la qualité pour augmenter la quantité. Si on augmente la quantité, on veut aussi augmenter. Il faut que la qualité soit au rendez-vous. Ça, c'est important. Ça, c'est vrai. On s'est toujours dit ça. Totalement d'accord. C'est pas un bon jeu, au final, ça ne rend pas de toute façon. Exact. Fait que... Puis pour les prochains jeux, ben là, je parle peut-être trop vite, mais en tout cas. Max. Je vais laisser Max. Pensez-vous aller vers encore des jeux familiales dans le même niveau de complexité ou peut-être aller vers un petit jeu, un gros jeu, on change dans les verres. Complexité, je pense qu'on en avait discuté et on aimerait ça garder un niveau de complexité environ similaire à ce qu'on a eu. Fait que rester dans le familial, mais avec des mécaniques différentes. Fait que pour aller chercher un autre genre de public, là, on a un compétitif. Un coopératif, peut-être y aller vers d'autres types de jeux. On avait en tête certains Dexterity Games. On avait aussi plusieurs idées en tête. Il n'y a rien qui est vraiment, il n'y a pas de porte fermée avec nous autres, mais pour l'instant, ça serait plus dans ces eaux-là, des jeux. C'est juste que faire varier beaucoup la mécanique, le core du jeu. On ne veut pas que ce soit, comme j'ai dit tantôt, more of the same. Ça juste
le même produit, changer l'enveloppe. Puis ouais, c'est ça. mais Tu relances le c'est même pas ça. jeu. Là. Mais on a beaucoup d'idées. Max a aussi, bon, évidemment, beaucoup d'idées. Fait que je pense qu'il va nous réserver des surprises. C'est bon, ça. Il y en a un thème aussi, peut-être en lien avec la nature. OK. Toujours se démarquer avec, peut-être pas indéfiniment, là, mais pour plusieurs de nos jeux, on aimerait ça garder un thème qui tourne, parce que c'est facile d'approche pour les familles aussi. Puis ça fait changement. Ça veut pas dire que tous nos Ouais, jeux c'est vont ça. avoir une boîte carrée haute de main. Ouais. S'il n'y a rien, là, ça peut faire un petit jeu, un plus gros jeu, aucune idée. Là. C'est comme sûrement qu'on va en faire des plus petits. Puis Sûrement. gros, Parce que non. c'est le fun, moi j'aime bien les party games. On aime ça, les party games de temps en temps, c'est plus léger, c'est le fun, une bière, peu Ouais. importe. Ça se vend bien aussi sur Kickstarter, là, ces jeux-là. Ouais, c'est ça. Mais pour revenir aussi un petit peu à la question que tu disais avant, nombre de jeux, ben il faut faire attention aussi parce que si on est rendu à 3, 4, 5 produits par année, ça veut pas dire que tous les produits ou les nouveaux jeux vont être passés par Kickstarter non plus. Ouais. Parce qu'une Ça, on campagne s'engage pas, Kickstarter, ça gruge beaucoup de jus, comme on disait. Mais si la compagnie, bon, les jeux, justement, ils sont bons, la marque se fait et tout, ben des fois, tu fais juste le mettre, tu fais la publicité évidemment, mais après ça, tu le mets simplement en magasin sans Kickstarter. Ouais. Les gens font, oh, Fair Game, oui, j'ai eu ça, puis ça, déjà de chez nous, c'est super bon, les bonnes critiques, je le prends, puis on sauve le stress et le temps du Kickstarter Surtout aussi. l'incertitude. L'incertitude. Fait Kickstarter. que c'est pour ça que parce que c'est sûr qu'on pour l'instant, on ne peut pas se permettre de faire 2, 3, 4, 5 jeux sur Kickstarter. On n'est pas Cool Miner Note qui, eux, en font 2 mois, puis c'est leur spécialité. Ils ont bien du monde qui font ça. Ouais, c'est ça. Là. Donc, non, c'est ça. Fait que vous semblez quand même suivre le chemin de Jamie Stegmaier qui a lancé beaucoup de jeux Kickstarter au début. Ben, quelques jeux quand même, c'est gros jeux. Puis là, il a décidé de hop, là, je m'en vais juste on essaie distributeur. de Puis, élever des fortunes. Ouais, non, c'est. Oui, mais il a mais en même temps, son premier jeu. Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, il dit que c'est fini. Est-ce que c'est vrai? On sait pas. On ne sait jamais. Ouais. Il y a une passion d'être auprès des gens, ça paraît dans sa façon de fonctionner, il adore ça. Fait que je sais pas. Nous, évidemment que ça, c'est un bon modèle. Mais Max, il a fait, rappelle-moi, pour le premier, je pense qu'il avait fait 50 000, 60 000. Fait qu'il il a pas commencé dans 1 million non plus, non, ses campagnes. Faut que tu commences à quelque part, puis tu gardes l'aspect humain, tu gardes l'aspect proche. Je suis pas mal sûr qu'il y a toujours une bonne communication avec les gens. Il a toujours bien fait ça. Fait que, moi, pour mon dire, on s'est toujours dit les trois, si on travaille bien puis on met notre mieux là-dedans, il y a juste des bonnes choses qui peuvent arriver. Oui, des moins bonnes, mais en même temps... Des fois, des choses que tu peux pas contrôler. Exact, mais c'est à toi de travailler puis de revirer de bord puis de faire que ça soit positif. On va surveiller ça. Vous êtes vraiment bien parti avec la compagnie, ça va bien. Ça, c'est le fun. Une belle compagnie québécoise de jeux de société. C'est encore le fun. Ça avait dit ça à quelqu'un il y a 15, 10, 15 ans, ça aurait peut-être été un peu plus étrange, mais aujourd'hui, je pense que c'est un développement pas mal. Non, c'est très effectivement. prometteur. Mais tu sais, regarde Kickstarter, on a beau dire ce qu'on veut, ça change pas le fait que sans Kickstarter, est-ce qu'on serait comme on est aujourd'hui? On le sait pas trop. Il y aurait peut-être eu d'autres avenues, on sait pas, mais Kickstarter a quand même débloqué beaucoup de... Ça a donné même l'idée à la base de plein de gens de faire ça. Ouais, non, c'est ça. Ça a été un César, gros boom. Ouais, non. On va voir dans les années, mais moi, je remercie encore Max là, d'avoir arrivé avec ce projet un peu farfelu, qui finalement... Moi, j'avais entendu parler la première fois autour d'une poutine avec Max. C'est vrai, dans un restaurant qui a fermé. Vous avez eu plus de succès que le restaurant, finalement. Fait que... Moi, c'est quand j'ai vu la cover de Formidable, je pense que je suis quasiment devenu pas un believer, mais j'ai vu le cover, je suis OK, tu sais, il y a du potentiel, il y a quelque chose. Puis c'était au début, là, je pensais même on pas avait que... juste le cover. Il y avait juste le cover. On avait un prototype. Ouais, le prototype, franchement, très... tu sais, Fait à la main. Fait à la main, Ouais, mais c'est des écoute... prototypes. comme, c'est con à dire, mais c'est comme Jamie Stegmaier dit justement, il dit un prototype fait vaut mieux que... Pas de prototype. qu'il y a pas de prototype. Ben oui. Il a juste l'idée, il dit avoir la meilleure idée, j'aime mieux il dit avoir un jeu fait, quelqu'un qui l'a essayé, que d'avoir la meilleure idée, mais qui trotte depuis 5 ans, puis qui se passera jamais rien avec. Puis on fait passer le prototype, mais je me souviens au début, là, le Formidable, justement les premiers, on a coupé, puis on avait des ampoules, on faisait des gants. Non, ça a été avec des journées de coupage pour faire des prototypes. Ben là, justement, avec Diversity, ben là, on a fait faire des prototypes déjà coupés, certaines parties, là, les punch bars, on a puis là, on va encore faire mieux le prochain jeu. On va faire mieux, puis fait qu'on...
C'est bon. Ah, des 8 heures de découpage par jour, c'était Oh, intense. On a fait 2 chiffres de 8 heures. Oh boy. C'est ça. Mais en même temps, au début, comme n'importe qui, si vous voulez vous lancer, ben, t'essaies d'épargner le plus de coups possible. En mettant toi-même, du bon vieux jus de bras, de l'huile de bras, que t'essayes de, tu sais, sauf que plus ça avance, puis à un moment donné, ben là, tu te rends compte que t'as tellement de choses à faire que ça devient plus rentable si tu mets ton temps à faire autre chose et que tu payes c'est plus cher pour avoir un produit plus fini au départ ou peu importe autre chose. Ben, tu sais, par exemple, j'ai fait toutes les images de la page Kickstarter de Formidable, mais ça a arrangé, tu sais, j'ai appris sur le tas, mais tu sais, on voulait plus pour Diversity, fait que tu sais, là, on a fait affaire avec Jason. Exactement. Tu sais, parce qu'on a vu qu'on n'aurait pas le résultat qu'on voulait, puis tu sais, aussi le fait que moi, je gère plus de trucs, puis tu sais, on n'a pas nécessairement toujours le même temps, comme tu dis. C'est bon, c'est force aussi. Nous, on n'est pas designer d'images de formation. On se débrouille, on est bon en informatique, on connaît un peu les programmes. On est capable de faire plus des ébauches qui vont aider nos designers, ceux qui apprécient normalement. Mais moi qui me prendrais, Jason ferait une image en une demi-heure, 1 heure, moi ça me prendrait 5 heures. Puis je me demande si ça va être pareil. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est pas rentable. Je suis mieux de passer 3 heures à écrire des mails, de négocier avec des distributeurs, de faire un peu de marketing pendant que lui fait que c'est là-dessus qu'on travaille. Ça, c'est toutes des choses que vous aviez pas à Formidable de gérer ces aspects-là avant. Là, vous avez un jeu en production, ben pas en production, mais qui est en distribution, donc vous avez d'autres choses à gérer de plus. Donc c'est sûr que là, ça vaut mieux de payer des gens, puis votre temps vaut plus cher à le mettre ailleurs que de le mettre à couper des petits papiers. Ouais. Exact. On savait rien, tu sais, on a appris justement, les gars de Viking Horns ont mis en contact avec Repro Graphics à cause d'eux qu'on a jasé. Okay. Puis c'est ça qui a permis de faire des prototypes qu'on n'a pas à se faire des ampoules pendant 16 heures de temps. Tu sais, t'apprends comme ça progressivement. Ouais, merci Vikingar pour mes mains. Cette année, j'ai pas eu d'ampoule grâce à vous. C'est comme ça t'apprend sur le tas comme ça, puis ça te donne aussi des contacts, puis des solutions alternatives que tu n'avais pas vues avant. Donc, pour terminer l'entrevue, j'aime toujours ça un peu, savoir quel type de joueur un peu, qu'est-ce que vous jouez en temps normal. Donc, puis un peu, ma première question, ça serait à quand remonte votre passion pour les jeux de société? C'est une très bonne question qu'on s'est fait poser à plusieurs reprises. Ça remonte à très longtemps. Je pense dans le cas de moi et des deux Simon, on a toujours joué beaucoup à des jeux. Autant quand on était enfant, que ça a commencé avec Monopoly, Risk. En grandissant, je sais qu'avec SM Bélanger, on a joué énormément aux cartes Magic. Vous êtes des amis d'enfance, dans le fond? Là? Oui, on se connaît depuis longtemps. Okay. Très longtemps. Puis avec Simon, c'est ça, on a joué aux cartes Magic pendant, je dirais, quasiment une dizaine d'années. Simon, lui, a joué vraiment beaucoup, encore plus que moi. Sauf que ça a vraiment commencé avec ça. Puis là, à un moment donné, on a comme décroché parce que ça coûte cher. Et il sort, je pense, 4 éditions par année, si c'est pas plus. Pour rester à jour, il faut toujours que tu rachètes les nouvelles éditions. Puis c'est très demandant parce qu'il faut que tu connaisses toutes les cartes. Fait que c'est quasiment de l'étude. Il faut tout le temps que tu sois en train de penser à comment tu vas construire ton deck, comment tu vas jouer. Mais c'est tellement complet que c'est pour ça que c'est un excellent jeu. Fait que là, c'est intéressant que les board games arrivent. Puis là, ben, avec ça, après ça, on a découvert qu'il y a des jeux de société qui reviennent moins cher parce que tu achètes le jeu puis tu peux jouer plein de fois puis tu n'as pas besoin de tout le temps. Moins d'investissement de temps puis d'argent. Tu as vu les règlements une fois puis ils ne changeront pas. Ouais. Ça va rester comme ça. Fait qu'on a découvert le jeu qui nous a vraiment fait accrocher, c'était Seven Wonders. Ok, ouais, classique. Seven Wonders qu'on a joué énormément. J'aime beaucoup. Il y avait The Year of the Dragon aussi que au le début, Simon a acheté. Ça a commencé avec moi dans mon cas, là, parce qu'après toi, ça va pas dans le même coin, mais tu sais, moi c'était Catan, Seven Wonders, Year of the Dragon, Carcassonne, puis pas Marco Polo, Puerto Rico. C'est ça, mes premiers jeux. Moi, j'adore les jeux de cartes. J'ai joué Magic longtemps, donc j'adore les jeux de cartes et Dominion. J'ai trippé. Au début, c'était Dominion, c'est un jeu qui était un peu précurseur aussi de toute la vague. Seven Wonders Dominion, moi, j'adorais ça. Dominion, quand on a ouvert la boîte chez nous, on l'a ouvert à midi, puis à 9h, le monde est encore en train de jouer. Pendant 9h en ligne, les gens n'ont pas arrêté de jouer, puis c'était juste la boîte de base. Il n'y avait pas les extensions, puis c'était tous des anciens joueurs de cartes Magic. Tout le monde s'est mis à jouer à ça, puis il a fait « Ah ouais, c'est possible! » D'avoir un jeu qui a autant de replayability sans que ça te coûte je sais pas, des fortunes. Puis en plus, qui est assez deep, puis... Il y a eu Star Realms après. Star Realms maintenant qui est un très bon. Seven Wonders, moi ça demeure pas mal. Moi je dirais que c'est mon jeu préféré. J'ai tellement fait de games, surtout avec la fan expansion. C'est solide là, vraiment.
Moi, j'ai commencé, c'est avec la famille chez nous. Elle a des vieux jeux. Là. Je te parle du Uno. Je te parlais du Jack Rumi. Je te parlais de Skip-Bo. Elle a commencé avec des vieux jeux comme ça. Ou même plus de dextérité. Moi, c'est les pichinottes. Les pichinottes. Là, on parle de 20 ans, là, on parle de il y a longtemps. Fait que ça avait commencé comme ça tranquillement. Puis après ça, il y avait eu d'autres jeux que moi j'ai joué justement au Magic, justement. J'avais quand même joué pas mal au Magic aussi. Fait que Magic, ça a été pas mal, là, justement, comme Max disait, un précurseur un peu. Bon. Fait que, il y avait les Magic, puis après ça, il y a tranquillement eu d'autres jeux qui sont venus sur le marché quand tu commençais à jouer. J'avais bien aimé les Monopoly au début, justement. Puis là, il y en a d'autres. Max m'a fait découvrir justement les autres types de jeux, Seven Wonders, des choses comme ça. Fait que non, tu t'en rends compte, après ça, c'est en fait, moi, ce qui m'a aidé vraiment personnellement, puis je suis avec Max aussi, Sim sûrement aussi, c'est l'imaginaire. L'imaginaire à Québec. Qui, ça a été un gros aussi. À un moment donné, tu vas là, tu vas pour tes cartes Magic, puis là, des jeux, il y a des jeux de société, ok. Puis à un moment donné, tu vas, il y a des costumes, il y a d'autres jeux. Ouais. Là, tu te rends compte, tu dis, ok, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de types de jeux différents. Ouais. Fait que non, fait que là, Max, c'est ça, là, il y a plusieurs années initié à des jeux plus heavy games, je dirais, plus, des jeux plus lourds un peu. Au début, j'étais plus léger, mais j'aimais bien le stratégie, le côté où tu penses que fait que ça faisait différent un petit peu que des jeux vidéo. Fait que non, j'aimais ça beaucoup. Moi, pour l'instant, je te dirais que des derniers temps que Max m'a fait découvrir un jeu, mon coup de cœur, Mysterium, pour moi est un jeu que j'apprécie énormément. Qui est un mélange de clous où trouver des indices et de Dixit où tu joues avec des images. Tu fais un mélange entre ces deux choses-là. J'aime bien faire le maître du jeu. Il y a la personne qui représente un fantôme qui aide les autres gens. C'est un excellent jeu. Mais non, j'adore ça aussi beaucoup. Puis comme petit jeu relax, j'aime bien le Looney Quest que j'aime bien aussi. Fait que non. Fait que les trois on tripe sur beaucoup de jeux. Fait que c'est intéressant. On a tous un peu de jeux chez nous, à part Max qui a énormément de jeux chez lui. Mais ça aide de les avoir tout en même place. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. C'est chiant à traîner. Là, non, ça s'allume. Exactement. Fait que Jamaïca. Enfin bref. On pourrait peut-être terminer en demandant à Maxime puis Simon, c'est quoi vos favoris du moment, à part Diversity et Formidable? Les Roll for the Galaxy. Okay. Roll for the Galaxy. Pour la complexité, la rapidité du jeu, je trouve ça un bon ratio. Tu peux jouer en 30 minutes puis avoir genre 20 stratégies différentes qui te permettent de gagner. C'est beaucoup de réflexion en court laps de temps. J'aime bien ça. Puis il y a beaucoup de dés. Ouais. Il faudrait que je l'essaye ce jeu-là. Parce que moi, j'ai été quand même déçu par Race for the Galaxy. Mais on dirait que je serais plus ou moins. Je sais que c'est pas pareil, mais c'est comme Turn on its head, comme on dit en anglais. C'est vraiment. Si t'as pas aimé Race, t'as peut-être adoré Roll. Mais peut-être que t'aimerais pas ça quand même, parce que reste qu'il y a énormément de ressemblances. Restez là dans une convention, tu vas le voir. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'on va se finir par l'essayer un jour. J'en reviens, moi, mon jeu présentement, c'est Looney. Okay. Looney Quest, je trouve que je l'avais pas, moi ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, juste quelques mois que je le connais puis je l'essayais, puis ça, directement je vais rejouer puis c'est cool. Ouais, puis moi dans le fond, évidemment Mysterium, Roll for the Galaxy, j'aime tout ça, Looney Quest aussi, j'ai joué, puis mais tu sais récemment, mettons, j'avais bien aimé, j'ai joué une game de Marco Polo, je veux vraiment rejouer, j'aimerais leur découvrir plus. Alchimiste aussi, j'ai joué une game, j'ai trippé, c'est vraiment cool, je veux jouer plus. Je dirais que je suis comme en ce moment, j'en essaye pas mal. Sight, on a joué une Sight, c'est excellent. Fait que moi j'ai comme plusieurs découvertes du moment. C'est sûr que Mysterium, c'est lui que j'ai joué le plus. Puis sinon, un petit jeu aussi intéressant, plus light, là, mais concept. On a pas mal de fun avec ce jeu-là aussi. Un petit jeu de trouver des mots. Des fun. Des concepts. C'est un petit jeu plus léger, mais vraiment solide. On a eu beaucoup de fun avec. Ça ressemble à peu près à ça. Très cool. Ben, on va terminer l'entrevue là-dessus. Puis je vais vous remercier encore une fois à vous trois de vous être déplacés là, pour l'entrevue. Puis on rappelle la campagne Kickstarter qui termine le 17 avril. C'est lundi de Pâques, c'est facile. Lundi de Pâques. Donc, notez ça à votre agenda. Merci pour l'invitation. Merci de. Ça fait plaisir. Ça a été vraiment très, très plaisant. Si vous voulez soutenir, c'est Diversity, DIVER.
City comme une ville, si vous voulez rechercher Kickstarter. Puis comme je disais tantôt, Vikingar aussi, deux projets québécois présentement en campagne. De toute façon, on va tout mettre les liens là, sur la page, sur notre site web. Oui, merci encore, c'était vraiment intéressant. Puis j'espère que ceux qui sont intéressés au processus Kickstarter ont pu en apprendre plus là-dessus. Puis que ça les a motivés à se lancer dans cette aventure. Ce sont des questions, ça vous nous trouver. C'est parfait. Donc, merci encore. Merci. C'était nice. Rebonjour tout le monde, donc c'est ce qui conclut cet épisode-là avec notre entrevue avec les gars de Sphere Games. J'aimerais en conclusion les remercier encore une fois, les 3 gars de s'être déplacés pour l'entrevue, d'avoir pris leur temps. C'est quand même une entrevue qui a duré près d'1h30. Donc encore une fois, merci à vous. Et aussi, je vous invite encore une fois à aller encourager leur projet Diversity qui est sur Kickstarter présentement. Tous les liens vont être mis sur la description de l'épisode sur notre site web. Et finalement, au prochain épisode, on va être de retour avec un épisode régulier où on va vous parler de plein de jeux comme à l'habitude. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode-ci. Encore une fois, merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!